Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique. Je vous propose aujourd'hui de nous consacrer aux problématiques navales et maritimes en Indo-Pacifique. Elles sont nombreuses et touchent aux questions de défense et de souveraineté, aux ressources de la mer, à l'énergie, exploration, forage, éolien offshore, aux hautes technologies, câbles sous-marins, pipelines. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillons aujourd'hui un professionnel de la mer, le contre-amiral de ZES, Patrick Zimmermann. Bonjour Patrick. Bonjour Vincent. Patrick Zimmermann est un ancien pilote de l'aéronavale embarqué et il est à présent consultant indépendant. Pendant ses années de service, il a été un acteur privilégié des opérations aéromaritimes françaises et a occupé des fonctions opérationnelles, tactiques, opératives et stratégiques au plus haut niveau. Depuis son admission en deuxième section en 2019, il conseille différentes entreprises nationales et internationales, notamment tournées vers les secteurs de l'analyse de risque, de l'aéronautique militaire et du domaine naval. Pour commencer, Patrick, pouvez-vous nous dire quels sont selon vous les fondamentaux à connaître pour bien prendre la mesure des questions navales et maritimes en Indo-Pacifique? Alors Vincent, si on peut essayer de synthétiser ce vocable de questions navales et maritimes dans cette zone, il faut prendre conscience que la problématique du fait naval et maritime en Indo-Pacifique découle véritablement d'une vision plus générale de la géopolitique, ou je dirais plus exactement de plusieurs géopolitiques de la zone. Depuis l'espace, au fond marin, et en passant par les flux physiques et immatériels. Pour ce qui nous concerne, et dans cet intervalle de temps réduit, on peut essayer de la synthétiser en deux vocables. Zone, arme économique et vecteur géographique de puissance. Nous sommes, pour moi, en effet, dans une confluence de la géographie, de l'économie et de la politique. Dans cette zone, les océans recouvrent la majorité de la superficie, ce qui donne aux faits navals et maritimes une importance capitale, bien entendu. La France, pour sa part, y possède encore des territoires et une zone économique exclusive d'une superficie équivalente à celle de l'Europe tout entière. Et en parlant de l'Europe, cette Europe vient de produire en septembre 21 sa stratégie pour la coopération dans la zone Indo-Pacifique, témoignant ainsi de son importance et de la prise de conscience de l'existence de cet formidable espace. Formidable espace parce que cette zone représente à peu près 65% de la surface totale de la Terre et accueille 74 États sur 195 et habité par près de 6 milliards d'habitants, ce qui en fait quand même une zone très diverse et très intéressante. Au-delà de cette étendue océanique immense, cette zone est caractérisée par des points de passage maritimes que l'on peut qualifier de stratégiques. Je parle bien entendu des détroits et canaux, ce que l'on retrouve dans d'autres littératures, des choke points, qui, pour mémoire, accueillent des dizaines de milliers de passages par an, par exemple à Suez, à peu près 21 000 par an, 70 000 à Malacca, etc., etc. Donc, stratégiquement, il est possible d'aborder cette zone sur plusieurs prismes. Sur un point de vue géographique, il est possible de se la représenter en deux zones, la Pacifique, qui est une véritable zone de compétition, de confrontation, et la zone indienne, la zone indo-africaine, zone d'échange, mais aussi de crise. Alors, il serait incomplet de parler de zone indo-africaine sans parler du Moyen-Orient, bien entendu. Et donc, dans cette immensité, plusieurs acteurs sont en compétition. Nous allons nous intéresser, bien entendu,
à la Chine, qui, pour son point de vue, se représente comme un vecteur de développement et de stratégie en vue de devenir la première puissance en 2050, comme l'exige le plan du même nom. Mais il est également possible, sur un point de vue plus occidental, de se représenter cette zone comme une véritable succession de cercles concentriques centrés sur la mer de Chine. Alors je vois dans notre entretien, finalement, on en arrive très vite à parler de la Chine, ce qui est assez naturel. Mais quels sont, à votre avis, les autres acteurs du fait naval en Indo-Pacifique qui comptent dans cette région, dont on pourrait dire d'elle qu'elle est une hyper-région mondialisée? Alors, ce vocable d'hyper-région mondialisée est assez intéressant et pourrait faire l'objet de multiples débats. Sur le plan naval et géopolitique, un des points intéressants se situe pour moi au niveau de la stratégie navale et maritime de chaque État. Mais qui ayant des intérêts dans la zone. Et, on l'a dit, il y a beaucoup d'États, des 74, et donc il n'est pas question de détailler chaque intérêt étatique. On va s'intéresser d'abord à la France. Pour la France, il s'agit d'assurer la sécurité des navires, la liberté de navigation et de survol en haute mer, tout en conservant un dialogue pragmatique avec les pays riverains. Nous soutenons ardemment la Convention du droit de la mer de Montego Bay de 1982, par exemple. Et selon les mots du président de la République, il convient de rappeler que cette stratégie n'est pas dirigée contre une nation en particulier, mais doit être véritablement une contribution essentielle à la stabilité internationale et donc qui se garde bien de poser la Chine, par exemple, comme un concurrent direct. Pour autant, il ne faut pas occulter la vision de cet espace maritime qui est fondé sur une rivalité aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Pour les États-Unis, il s'agit bien de fédérer une alliance pour se confronter économiquement, politiquement et militairement aux volontés soit d'expansion, soit d'agrégation, soit d'appropriation de certains espaces à la Chine. Du côté de la Chine, bien sûr, on refuse de reconnaître l'existence de cet espace indo-pacifique et on perçoit finalement l'utilisation de ce vocable comme un vecteur d'encerclement et de pression militaire. Pour la Chine, les espaces océaniques communs sont en parfaite cohérence avec leurs projets. Je pense aux nouvelles routes de la soie, qui est une réminiscence du passé, bien entendu, voire une copie moderne et chinoise de la Compagnie des Indes, par exemple, pour se projeter économiquement, culturellement, idéologiquement à l'échelle mondiale dans cette perspective de devenir la première puissance au monde en 2050. Et c'est bien dans ce contexte, pour moi, que les espaces maritimes de l'Indo-Pacifique constituent des axes économiques, énergétiques, diplomatiques et militaires clés. En effet, les voies commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient deviennent les plus fréquentées au monde. 90% des échanges se passent par voie de mer et l'Indo-Pacifique et en porte bien entendu une grande part. Les enjeux économiques et commerciaux internationaux sont confrontés à la réalité du monde maritime. Et cette réalité tient en son immensité, dans un premier lieu, mais aussi dans la politique des détroits, qui sont réellement des goulots d'étranglement des voies maritimes économiques. En regard de ces confluences, voire de ces confrontations d'intérêts, l'espace maritime indo-pacifique constitue véritablement un enjeu sécuritaire majeur pour la stabilité mondiale. En matière de sécurité, il existe plusieurs organismes de coopération. Je décrirai juste ici une coopération structurante qui est appelée le Quad, qui est un groupe de coopération militaire entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. L'accent
y est mis sur la liberté de navigation, l'ordre maritime et les règles dans les mers de Chine orientale et méridionale. La participation de l'Inde dans ce groupe de coopération n'est pas anodine. Elle a comme ambition d'affirmer sa puissance dans l'océan Indien, comme en témoigne la création de l'Indian Ocean Rim Association, qui regroupe 23 membres, mais dont la Chine est seulement un partenaire de dialogue. Du côté chinois, Pékin dénonce le Quad comme une alliance militaire au service des seules ambitions américaines dans la région, depuis le fameux pivot vers l'Asie que la présidence Obama a engagé et qui a été conforté par les administrations Trump et Biden. Oui, en effet. Alors, en analysant les événements des derniers mois dans lesquels les États-Unis sont présents, alors je pense pour la France à AUKUS et le fameux contrat des sous-marins avec Naval Group. Je pense aussi à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan à l'été 2022, l'annonce de la réouverture de bases aux Philippines, et vous le mentionniez à l'instant, le Pivot to Asia que le président Obama avait donc annoncé en 2011, est-ce qu'il est, peut-on dire, réalisé, ou est-ce que les États-Unis vont pousser encore un peu plus loin leurs avantages dans la zone? Alors, toujours très compliqué de se projeter, mais vous avez raison de le souligner. Pour moi, nous sommes à un point d'inflexion et ce pivot n'est pas du tout terminé. Et en matière de faits navals et de stratégie américaine, vous parliez des sous-marins et de l'AUKUS, permettez-moi d'y passer quelques secondes. Oui. Et pour moi, c'est vraiment un effet de bord de la stratégie américaine. Il y a un effet de bord important pour la France, bien sûr, parce que cette rupture du fameux contrat des 12 sous-marins français a scellé un petit peu l'alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et alliance qui est clairement tournée contre les ambitions navales et maritimes de la Chine dans l'espace Indo-Pacifique. Et peut-être pas que la Chine. Au-delà des principes de non-prolifération, ce remplacement de sous-marins classiques français par des sous-marins nucléaires d'attaque de fabrication américaine, comportant quelques variantes avec un système d'armes britannique, des senseurs et peut-être un système, le core système britannique, constitue pour moi véritablement un choix stratégique en vue de contrer l'affirmation de la Chine comme puissance mondiale et sa présence comme de son influence au sud du Pacifique. Et au-delà du choix de cette propulsion nucléaire, et permettez-moi de dire d'une triple alliance rénovée, c'est un peu un choix capacitaire qu'a fait l'Australie au détriment de la France et qui lui permet de répondre à une doctrine qui peut se résumer en 3 mots anglais: shape, deter and respond. L'autonomie, bien sûr, conférée aux sous-marins à propulsion nucléaire et la technologie des senseurs du système d'armes qui serait fournie par le Royaume-Uni devrait lui permettre de modeler la menace, éventuellement de la dissuader, mais surtout de disposer de capacités de projection au plus loin, et donc de répondre à cette menace au plus près de la Chine. Et cette capacité contribue finalement à une forme de dissuasion que cette triple alliance met en place contre la Chine. Et pour moi, il se posera d'ailleurs assez rapidement la question de la dissuasion nucléaire de l'Australie, et donc de son allié privilégié, les États-Unis. Et c'est là où je vous rejoins dans votre conception de est-ce que les États-Unis ont finalement atteint le bout du pivot? Peut-être pas, parce que cette affaire de dissuasion nucléaire de la zone en est peut-être le but ultime. Et il est fort à parier que dans les mois ou les années à venir, nous assistions à un partenariat étroit avec les États-Unis en vue de bénéficier d'une dissuasion nucléaire élargie. Alors, justement, les mots dissuasion nucléaire élargie sont riches de sens, et côté chinois, riches de menaces, sans doute. Et à cet égard,
Pouvez-vous nous donner quelques éléments représentatifs du développement de la marine de l'Armée populaire de libération? Alors cette composante maritime a longtemps été laissée pour compte, si l'on accepte évidemment les expéditions de Zhang He et les quelques tentatives timides de modernisation à la fin du 19e siècle. Et c'est finalement au début des années 90 qu'il y a une réelle impulsion de modernisation de la marine qui ne s'est pas démentie. Et donc, peut-être pouvez-vous nous donner quelques clés de compréhension? Alors, alors permettez-moi, si vous l'avez cité, Zhang He, et permettez-moi de repartir en arrière. N'oublions pas que quand même du XIIe au XVe siècle, la Chine était vraiment la première puissance maritime mondiale. À un moment où Christophe Colomb découvrait l'Amérique, Zhang He avait parfaitement cartographié la côte est de l'Afrique et les bâtiments chinois sillonnaient le Moyen-Orient. Après, on va dire après la fin de la Grande Marche et 1949, la Chine a eu besoin de consolider ses limes continentales, hein, comme consolider sa situation intérieure. N'oublions pas que Mao avait un sens de l'histoire assez aigu et que se souvenait que sous les empires, entre guillemets les émeutes, les révolutions locales faisaient florès. Et donc, la situation intérieure de la Chine a toujours été le point central de la politique chinoise. Alors, en 49, je disais, la Chine a enterré toute son ambition maritime. Finalement, elle avait d'autres choses à faire. Et pour moi, ce n'est pas en 90, mais c'est plutôt en 78. C'est lorsque l'ouverture économique de la Chine s'est créée, qu'elle s'est développée par ses flux maritimes. Elle a été toujours désireuse de retrouver une place de premier plan dans le concert des nations, et c'est en retenant finalement les leçons de sa très longue histoire. Car n'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, l'Empire Qing avait atteint son apogée, c'est-à-dire son apogée territorial, et avait atteint des limites qui incluaient la Mandchourie, la Mongolie extérieure, le Tibet et Taïwan. Certaines projections en 1800 faisaient état d'une possibilité pour la Chine d'atteindre 30% du PIB mondial, ce qui était énorme. C'était avant l'affaire des Occidentaux en Chine, et cette projection était quand même énorme. Alors aujourd'hui, par comparaison, la Chine c'est 18% du PIB mondial. Vous voyez, donc ce renouveau chinois en matière économique n'est pas tout à fait neuf. Alors après, on va parler effectivement du fait maritime, et dans la doctrine chinoise, cette zone maritime qui était formée au cœur de cet empire était finalement une zone, c'est une mare nostrum de la Chine. Une mer intérieure, oui. Voilà, une espèce de mer intérieure. La mer de Chine finalement était pour et toujours pour les Chinois finalement un peu la Méditerranée, la mare nostrum, la Méditerranée des Romains. Et donc, comment expliquer aujourd'hui cette véritable volonté d'intégrer dans la limite de ses frontières nationales cette zone maritime qui fait quand même plus de 3 millions de kilomètres carrés et parfois, même parfois ou souvent, au mépris du droit international. Bon, alors ça c'est un premier point, c'est une question que l'on peut se poser, et c'est vraiment une question stratégique sur le plan militaire. Ça, c'est on va dire, la ligne des 9 à 10 traits, puisque le 10e étant Taïwan, finalement. Cette ligne des 9 à 10 traits constitue, finalement, on va dire, une forme de ligne Maginot maritime pour les Chinois. L'autre point, c'est l'expansion économique. On a une mer intérieure, le premier cercle, on a dit, de cercle concentrique. Le deuxième cercle, pour moi, on peut le placer dans son expansion économique, parce que la Chine est une île géopolitique. Une île géopolitique en raison de relations avec ses voisins, qui n'est pas toujours facile, des relations avec qui est bâtie d'inimitié historique,
avec le Vietnam, l'Inde, les États musulmans et la Russie en son temps. Et pour l'instant, bon, avec l'affaire d'Ukraine, avec la Russie, c'est plutôt un partenaire privilégié, mais empreint quand même d'une certaine méfiance. Et ce deuxième cercle, pour moi, cette deuxième ligne concentrique qui découle de la nécessité d'échanges économiques, la Chine la prend comme un besoin de commercer avec le monde, et principalement par l'intermédiaire de ses ports. Elle a vraiment vite compris l'importance économique de la mer depuis 78, qu'elle avait occultée depuis pas mal, enfin depuis plus de 3 siècles finalement. Et pour quelle raison? Tout simplement pour une raison simple, c'est la première usine du monde. Elle importe par voie maritime tout, vraiment tout, ce dont elle a besoin. Les flux énergétiques, l'apport du charbon, du pétrole, du gaz, les matières premières nécessaires à son industrie. Elle importe également des denrées alimentaires, des ressources halieutiques, des produits de l'agriculture, notamment du bois, d'Afrique et d'Europe d'ailleurs. Et elle exporte ses produits manufacturés en retour. Bon, et elle exploite bien entendu les ressources minières offshore et se prépare à exploiter les ressources génétiques marines qui sont a priori très prometteuses à moyen terme. Alors, cette analyse finalement est contrainte par la situation géographique de la Chine, bien sûr, de l'océan Pacifique, mais aussi de l'océan Indien. Et l'océan Indien, l'accès à l'océan Indien, c'est le détroit de la Sonde, c'est le détroit de Malacca, ce qui a conduit en 2003 le président Hu Jintao à formuler finalement ce dilemme de Malacca et à résolument engager cette stratégie de puissance maritime dans le long terme sur cette mer intérieure. Donc là, on a déjà le premier jalon de la plan, mais aussi de ce qu'on appelait auparavant les dragons maritimes chinois, qui sont devenus finalement le corps des gardes-côtes et les affaires maritimes, en gros. Pour les auditeurs ne seraient pas initiés, la plan, c'est la People's Liberation Army Navy. Merci de le préciser. Donc cette marine chinoise aujourd'hui a pour intérêt quasiment national, comme une mer intérieure, la protection, la maîtrise, le contrôle de cette mer de Chine. Bon. Alors ensuite, ce deuxième point, on a évoqué ce deuxième point de sûreté des voies d'approvisionnement, et en matière de composantes, il serait présomptueux en si peu de temps de balayer véritablement toutes les composantes de la marine chinoise, mais on va se concentrer sur quelques éléments. Le premier, ce sont la sous-marinade. La Chine dispose aujourd'hui de 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont 2 de toute nouvelle génération. Alors, les premiers sous-marins, qu'on appelait type 92, possédaient des missiles de type Julang 1, en français, vague déferlante, merci de la traduction, Vincent. Et c'est un missile qui était dérivé d'un missile sol-sol nommé DF-21, qui avait une portée de 1700 km et une tête de 300 kilotonnes. Une monotête de 300 kilotonnes. Les 2 derniers sous-marins du type 94, quant à eux, possèdent 12 missiles balistiques JL2 qui sont dérivés du DF-31, qui est un missile sol-sol de 7 à 8000 km de portée, et qui est Mirvé, qui emporte donc 3 à 4 têtes dans la coiffe, d'une puissance de 25 kilotonnes à 1 mégatonne, donc considérablement plus importante que les premières. Et alors une troisième génération de sous-marins, le type 96, serait en développement. Et il emporterait, lui, des missiles JL2 améliorés, que l'on appelle JMA, à 4 têtes, ou JMB à 10 têtes, et qui auraient une portée de 11 000 à 14 000 km, donc qui permettrait de toucher l'ensemble des États-Unis. Et bien sûr, d'arriver jusqu'en Europe à partir d'une mer propice. Alors, au-delà de ces sous-marins, la technologie, mais la tactique chinoise se veut donc utiliser à la fois sa mer intérieure, mais aussi les océans Pacifique et Indien. Et
on peut facilement imaginer que même malgré la difficulté de passer cette ligne en 10 points, ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins peuvent être déployés à l'extérieur, donc avoir une capacité de dilution beaucoup plus importante que ce que l'on avait pu imaginer dans les années 2010-2012. Et certains détails de cartographie des détroits par des bâtiments océanographiques chinois en sont la preuve, tout simplement. On a parlé de sous-marins, qui est une composante vraiment absolument indispensable, la puissance navale, mais Pékin s'est lancé aussi dans le développement d'instruments de puissance stratégique que sont les groupes aéronavals constitués autour des porte-avions. Et aujourd'hui, la Chine dispose de 3 porte-avions. Alors le premier porte-avions était type 001 en catégorie chinoise. Le Liaoning était finalement la modernisation d'un porte-avions russe, un type Kuznetsov, qui était appelé Variag, qui avait été vendu à un homme d'affaires pour en faire un casino. C'est assez curieux, mais c'est comme cela. C'est un bâtiment qui a un tonnage de 67 000 tonnes à pleine charge et qui possède un rayon d'action d'une 40aine de jours d'autonomie et qui embarque une 30aine d'avions et d'hélicoptères, bien sûr. Alors c'est un porte-avions, c'est un porte-aéronef, on va dire, pour les puristes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas de catapulte et on décolle avec un sky jump, un tremplin. Le type 2, le Shandong, est véritablement le premier porte-avions construit par les chantiers navals d'État. Sa conception est assez identique au type 1 et qui permet uniquement le lancement d'avions par le tremplin. Bon, il est quand même plus compact et il a un système d'armes qui est beaucoup plus abouti. Radar plaque, antenne active, etc. Et il est légèrement plus gros puisqu'il déplace 70 000 tonnes, emporte une 40aine d'avions. Bon, à titre de comparaison, le Charles de Gaulle français déplace environ 42 500 tonnes et les derniers porte-avions américains type Gerald Ford déplacent 100 000 tonnes. Et le troisième porte-avions, le type 3, qui a été mis à l'eau pour rester dans un vocable beaucoup plus simple, a été lancé l'année dernière. Il est nommé Fujian et c'est à l'heure actuelle le plus gros porte-avions chinois. Il déplace plus de 90 000 tonnes. C'est-à-dire qu'il se rapproche véritablement des formats Nimitz américains. Et il disposerait de catapultes électromagnétiques et permettrait de catapulter des avions beaucoup plus lourds. Et si vous me permettez, à titre d'anecdote, le nom Fujian est celui de la province qui se situe directement en face de Taïwan. Tout à fait. Et ce dernier porte-avions accueillera quant à lui, un groupe aérien très moderne. Capable d'être lancé par catapulte et récupéré par brin d'arrêt. Ce groupe aérien sera centré a priori sur le J-15. Le J-15, c'est un chasseur de 4e génération dérivé du Su-33 russe et d'un exemplaire navalisé d'un chasseur furtif, un chasseur de 5e génération multirôle qui ressemble un petit peu au F-35. C'est le chasseur FC-31. Et ensuite, autour de ces aéronefs, ce groupe aérien embarquera un KJ-600. Un KJ-600, c'est un Hawkeye, c'est une copie conforme du Hawkeye américain. Et donc cette configuration à 3 types d'avions est une copie très ressemblant des groupes aériens américains, F-18, F-35 et Hawkeye E-2D. Et ça permettra à cette marine chinoise de disposer de moyens de défense antiaérienne efficaces, mais aussi de réelles capacités de projection de puissance. Si je peux vous poser une question, on a parlé de termes, alors je ne suis pas marin, en effet, mise à l'eau, mise en service. En gros, combien de temps se passe-t-il entre la mise à l'eau de la coque et la mise en service? En moyenne, que ce soit chez les Américains, les Français. Alors c'est assez variable. On va prendre un exemple français.
99, finalement, c'est le début des essais à la mer du Charles de Gaulle. Et 2001, le Charles de Gaulle était Sud-Pakistan pour les opérations en Afghanistan. Donc ça donne à peu près une vision. C'est un peu variable. Bon là, il n'y avait pas d'urgence, donc on avait 2 ans pour mettre au point toute je dirais le binôme porte-avions groupe aérien. C'est là où se situe la difficulté, c'est la cohérence dans l'action de plusieurs entités pour arriver à suivre une mission et à faire, je vais dire, à optimiser les capacités des uns et des autres. Alors, pour les Chinois, il faut rappeler que la Chine ne disposait pas d'aviation embarquée du tout, n'avait pas, comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, une histoire assez riche en matière d'aviation embarquée, et il faut souligner cet exploit en moins de 10 ans, de disposer aujourd'hui d'une aviation embarquée qui semble assez cohérente. Et donc, on a vu les sous-marins, porte-avions, et pour le reste de la flotte de surface, des éléments peut-être? La flotte de surface, là aussi, elle n'est pas en reste. En 2019, la flotte de surface chinoise, c'était à peu près plus de 600 bâtiments et 1,5 million de tonnes. Bon, c'est la plus grande marine d'Asie, bien sûr, et a priori la deuxième plus grande au monde, qui est loin derrière l'US Navy, parce que l'US Navy c'est 4,5 millions de tonnes, mais en matière de nombre de mobiles, de bâtiments, c'est quand même la première, puisque la marine américaine a moins de bâtiments que les Chinois. On a 250 bâtiments dans la marine américaine. Comparé à la France avec nos 40 bâtiments, on est quand même assez loin. On doit être vers la 7 ou 8e marine du monde, mais bon, là on est vraiment dans deux logiques de confrontation en termes de nombre de bâtiments et de tonnage entre la marine américaine et la marine chinoise. En 2023, on estime que la marine chinoise aussi comporte à peu près 260 000 hommes. Et selon l'ancien chef d'état-major de la marine, il se bâtit en Chine une flotte de la taille de la marine française tous les 4 ans. Alors c'est assez curieux parce que cette flotte de surface, en 82, le rédacteur de Flotte de combat, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette encyclopédie Oui. remarquable, donc qualifiait la marine chinoise de marine de défense côtière. En 92, elle l'a placée au 10e rang. Et en 2012, c'est la 3e marine au monde en tonnage. Il est fréquent aujourd'hui que les grandes unités navales, les destroyers, les frégates, les porte-avions ou les navires d'assaut participent chaque année à plusieurs exercices de grande envergure ou à des déploiements distants. On rencontre la marine chinoise en Afrique, en Méditerranée, dans l'Atlantique, et selon un rythme sensiblement plus dense que celui imposé aux unités des marines occidentales. Par ailleurs, le premier exercice amphibie à grande distance a eu lieu il y a quelques mois. Et cela, c'est quelque chose à véritablement souligner. Alors, on pense tout de suite à Taïwan, mais aussi avec ce fameux dilemme du détroit de Malacca. C'est vraiment de la projection de force et de puissance dont il s'agit au limus de sa mer intérieure, finalement. Et puis, il serait incomplet d'évoquer cette flotte sans parler de sa participation à des opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden pour sécuriser ses approvisionnements pétroliers, par exemple, ou bien d'autres opérations plus paramilitaires, mais de sécurisation de sa flotte de pêche. La flotte de pêche chinoise ne va jamais sans une flotte, finalement, une composante garde-côte et de protection de ses intérêts, halieutiques. Donc, on a une marine chinoise qui a vraiment maintenant une vocation mondiale. Et donc,
on a vu dans votre dernier développement le pourquoi, c'est-à-dire les racines, j'allais dire, historiques, géoéconomiques de la constitution de cet outil, mais avec quelle ambition dorénavant, qu'est-ce qu'ils ont dans leur vision stratégique en termes navals et maritimes, et est-ce que on va voir dans les années à venir des task force chinoises déployant des capacités analogues à ce qu'on observe en Occident pour pouvoir secourir des Chinois menacés dans un pays lointain, participer à des opérations internationales. On sait qu'ils sont très impliqués dans les opérations de maintien de la paix. Donc, est-ce qu'ils auront les moyens navals de jouer le rôle finalement de la grande puissance qu'ils veulent être? Le futur que vous employez, Vincent, me laisse plutôt penser qu'on est déjà dans du présent. Si on pense au déploiement pour l'évacuation des ressortissants chinois au Soudan, par exemple, mais il n'y a pas eu que le Soudan, il y a eu aussi d'autres pays, Yémen, et même Libye, Oui, Libye, y compris en Libye. Et donc, donc cette flotte qui aujourd'hui, encore une fois, a une vocation véritablement océanique et à se projeter loin, utilise également toutes les bases qu'elle a construites ou qu'elle est en train de construire comme des points d'appui ou bases militaires, tant au Pakistan, en Afrique de l'Est. Et on peut distinguer vraiment trois grandes ambitions maritimes de la Chine, si on essaye de résumer. C'est un peu sécuriser toutes ces voies, ce qu'on appelle les Sea Locks, les Sea Line of Communications, sécuriser ces approches maritimes à elles, bien entendu, mais aussi les voies de communication maritime, élargir sa sphère d'influence. On pense à l'Afrique, on pense au Moyen-Orient. Le traité de coopération de Shanghai est quand même quelque chose qui s'appuie aussi sur des moyens militaires. On va dire aussi maîtriser les accès aux océans Pacifique et Indien via les détroits. Pour moi, c'est essentiel. Cette politique des détroits est quelque chose d'essentiel dans la politique chinoise, enfin dans la politique de sécurité chinoise, afin de permettre de lancer ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ailleurs que dans une mer relativement fermée. Ensuite, c'est protéger bien sûr, on l'a dit, les déploiements, mais aussi, finalement, c'est aussi intimider certaines nations qui voudraient se déployer dans les mêmes zones d'influence. Et on le voit en mer de Chine. Aujourd'hui, chaque bâtiment occidental ou même militaire régional est accompagné, intimidé, etc., par des bâtiments chinois. Voilà. Et encore une fois, c'est une politique beaucoup plus globale qui soutient ces nouvelles routes de la soie et garde une capacité, bien sûr, de dissuasion en sécurisant les patrouilles de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Bon. Et à tout cela, si vous voulez, pour moi, il faudrait qu'on ajoute le fait maritime. Le fait maritime, parce que le contrôle des routes maritimes classiques vers le Moyen-Orient, gisements de pétrole et gaz, l'Afrique, c'est les ressources halieutiques, matières premières sur les deux façades, mais la Chine a besoin de l'exploitation des fonds sous-marins, les terres rares, les nodules polymétalliques, et aujourd'hui, elle contrôle en matière de terres rares 90% de la production. Et paradoxalement, les gisements importants se situent en ZEE, enfin en zone économique exclusive française, dans le Pacifique. Et bizarrement, nos possessions du Pacifique, nos territoires d'outre-mer sont soumis à des remous d'indépendantisme, et ces remous d'indépendantisme, pour moi, sont toujours sujets à questionnement. On a parlé donc des fonds marins, mais dans ces fonds marins, il y a la problématique des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, ce sont véritablement des cordons ombilicaux qui permettent le fonctionnement du monde connecté actuel et par lesquels passent plus de 90% des liaisons Internet mondiales. Sans ces câbles, on n'a absolument aucune donnée
qui pourraient transiter des serveurs jusqu'à nos appareils connectés, que ce soit les ordinateurs ou les téléphones. Et inversement, aucune donnée ne pourrait transiter vers les serveurs sans les câbles sous-marins. Donc ce sont des véritables autoroutes de la donnée, et ces câbles sous-marins sont au nombre de... il y a plus de 450 câbles sous-marins dans le monde. Et de nombreux pays s'intéressent à leur localisation, leur capacité de transfert, mais aussi leur fragilité. Ce sont des câbles qui ne dépassent pas 10 cm, ça doit faire 8 cm de diamètre, et ces câbles contiennent plusieurs paires de fibres optiques qui permettent la transmission d'informations par pulsation de lumière. Alors, selon la théorie, ces pulsations de lumière, ces données se déplacent à peu près à 75% de la vitesse de la lumière, soit à plus de 200 000 km/s, quoi. Et donc, à titre d'information, enfin, à titre de comparaison, quand vous envoyez une donnée à un correspondant en Nouvelle-Calédonie, elle parcourt 20 000 km et elle arrive en Nouvelle-Calédonie avec une théorie de 90 millisecondes, mais en fait, il y a 280 millisecondes parce qu'il y a des bonds sur des amplificateurs de signaux. Et donc, finalement, vous voyez, on est de l'ordre en moins d'un tiers de seconde, vous joignez les antipodes. Donc, les câbles sous-marins sont véritablement quelque chose d'extrêmement important, et aussi par leur débit. D'après l'ADEME, l'association française bien connue, une donnée numérique, finalement, que ça soit un téléchargement, un mail ou une requête web, parcourt en moyenne 15 000 kilomètres. Ça, c'est le Bon Digital qui le dit, la source. C'est n'importe quelle donnée que vous allez chercher sur un serveur, finalement, elle parcourrait à peu près 15 000 kilomètres. Et aujourd'hui, 3/4 de ces infrastructures sont entre les mains des GAFA, de Google, Apple, Facebook, Amazon, et qui ont, entreprises privées s'il en est, et qui ont en majorité le contrôle sur la diffusion de l'information. Et l'enjeu pour les États est d'en gagner du poids sur la diffusion de l'information en soutenant cette mise en place de câbles par leurs entreprises nationales. Et c'est ce que fait la Chine avec les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et en investissant dans le déploiement de ces câbles, qui sont entièrement gérés par les entreprises chinoises, le gouvernement chinois a mainmise sur la transmission de l'information. Mais c'est également une stratégie d'État de soutien du business numérique qui est intensifié grâce à ces nouvelles routes. Alors pour le côté militaire et outre la connexion des mobiles et des bases étatiques, bien entendu, à l'autre bout du monde, mais ces câbles peuvent avoir un intérêt en matière de détection sous-marine. Alors ce sont ce qu'on appelle les câbles smart maintenant, qui ont différents capteurs, ou en y ajoutant après coup d'autres types de capteurs sur la fibre optique. Et les différents événements des années précédentes, lorsque certains sous-marins étrangers se promenaient à proximité immédiate, voire s'arrêter au-dessus des câbles sous-marins, laisse à penser qu'on est déjà dans cette technologie. Bon, et demain, pour moi, il sera sans doute possible d'utiliser ces câbles et l'énergie transitant pour en faire une sorte de réseau d'écoute, les réseaux un peu comme ce qui existait il y a une trentaine d'années, des SOSUS, là, un réseau d'écoute pour écouter les fonds marins, détecter les passages de sous-marins, comme l'Integrated Undersea Sensor System, l'IUSS américain, la grande muraille sous-marine chinoise et le système russe qui s'appelle Harmony. Alors, finalement, beaucoup de choses se croisent et beaucoup d'intérêts, beaucoup de menaces, de mesures de contournement pour les uns, de démonstrations de souveraineté. Alors, c'est pas un exercice facile, mais pour en terminer avec votre analyse, quels sont les points qu'il faudrait vraiment retenir et suivre dans la partie navale de cet espace? Pour moi, le premier point, c'est que le fait maritime et naval dans l'Indo-Pacifique, il ne peut pas être dissocié de la géopolitique globale chinoise. La géopolitique globale, mais enfin des capacités, des doctrines chinoises, tant d'appropriation et de protection d'intérêts économiques, mais aussi d'influence et d'une véritable projection stratégique de puissance
que confère sa marine militaire. Demain, finalement, comme au XVe siècle avec Zheng He, et après au XVIIIe siècle pour les Français de la Compagnie des Indes, l'Indo-Pacifique sera véritablement un espace de rivalité, de compétition, mais également de confrontation. Aujourd'hui, la Chine ne consomme pas sur ses ressources propres, mais va chercher des ressources ailleurs. Et demain, on se battra peut-être pour des ressources qui nous feront défaut dans cette zone-là. La mer est aussi une zone peu médiatisée, et donc les actions peuvent s'y dérouler de manière plus violente. Et cette zone de confrontation océanique sont aujourd'hui véritablement un enjeu pour la Chine, qui conserve cet objectif 2050 de devenir vraiment la première puissance mondiale. En effet, eh bien, merci Patrick d'avoir pris le temps pour cette croisière que je qualifierais de mouvementée dans les eaux de l'Indo-Pacifique. Alors pour ceux de nos auditeurs qui le souhaiteraient, avez-vous quelques suggestions culturelles en lien avec cet immense domaine maritime? Alors, je vais le faire à la chinoise, c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner un exemple, mais vous laisser croire que vous avez le choix entre plusieurs. C'est-à-dire que si je peux me permettre de vous conseiller certains points, alors pour un livre, je vous en conseillerais peut-être 4. La première, c'est le dernier livre d'Isabelle Saint-Mézard sur la géopolitique de l'Indo-Pacifique, là, qui a 1 an, et qui est donc très, très récent. L'autre, qui donne une vision, finalement, pour essayer d'avoir une vision un peu différente, c'est L'affolement du monde de Thomas Gomard, de Liefry. Alors, l'incontournable pour moi, quand on essaie de penser Chine, même en fait maritime et naval, il faut essayer de se référer à La guerre hors limite des colonels Xiao Lang et Wang Xiangqi. Mais aussi, si vous vous intéressez aux nouvelles technologies, c'est le livre de Camille Morel sur les câbles sous-marins. C'est véritablement un des points intéressants. Après, pour les films, vous m'avez demandé de vous proposer un film. Alors, mon cœur de l'aviation embarquée ne pourrait parler de l'espace Indo-Pacifique sans Pearl Harbor, sans Tora plutôt, et la bataille de Midway. Là, ce sont 2 exemples un petit peu, mais qui historiquement peuvent être demain intéressants. Et là encore, si on s'intéresse à la Chine, on peut s'affranchir d'aller chercher de l'autre côté du mur. Et je pense aux Sentinelles du Pacifique, qui a été un film produit par la Chine, par des sociétés chinoises, que l'on trouve aussi sur le nom de Bombing en américain, qui retrace un peu l'affaire des tigres volants. Et le dernier, c'est La bataille du lac Jingle, qui est un film chinois sur la guerre de Corée, et qui est assez intéressant, au-delà des poncifs patriotiques. Et enfin, comme musique, je pense à la musique du film Le Bateau, qui est une musique assez d'actualité dans cette zone, mais là aussi, où on me permettrait de repartir sur mes premières amours en pensant à la musique de la série Les Têtes Brûlées. Oui, tout à fait. Eh bien, merci encore Patrick pour avoir pris le temps de tous ces très intéressants développements. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode pour explorer d'autres facettes de cet environnement Indo-Pacifique. Merci, à bientôt. Merci à vous.